Alors, donc, sur le thème du colloque, l'influence des théories musicales, des théories scientifiques sur le renouvellement des formes musicales. Et donc, je vais en parler de ces influences dans ma propre musique, mais je voudrais aussi livrer quelques réflexions sur les théories scientifiques. Parce que les compositeurs ne se cantonnent pas nécessairement dans la seule musique, il y en a beaucoup d'entre eux qui ont une expertise dans d'autres domaines. Par exemple, François Bernard Mage pour la mythologie grecque, et ça a sans doute marqué ses options esthétiques. Lui, il invoque les mythes et les archétypes qui lui paraissent transcender les particularités culturelles. Pour moi, j'ai étudié le piano, l'écriture, la composition avec André Jolivet. J'ai fait aussi j'ai pas suivi le sage précepte de François Bellière d'être compositeur et seulement compositeur, puisque j'ai eu une éducation scientifique et une activité scientifique que je revendique. Mais ceci dit, je suis conscient que le fait que j'ai eu un passé scientifique ne me donne nullement un point de vue de Sirius sur le thème du colloque, mais il a développé chez moi peut-être un certain scepticisme, une distance vis-à-vis de peut-être ce qui certains disent, enfin là je cite ici Jacques Amblard qui est un musicologue et qui dit qu'il a mis à distance les enthousiasmes scientistes de certains compositeurs. Je reprends sa formulation. Et lui, il voit, et là je le cite, la plupart des formalismes scientifiques du XXe siècle comme des transpositions oniriques et non des applications réelles. Moi, j'utiliserai le terme moins critique de métaphore pour parler des suggestions analogiques ou poétiques, parfois lointaines, que peuvent entretenir les théories scientifiques. Alors, Martha Grabosch a souhaité que ce colloque évite les généralités, mais elle m'accordait un peu de temps donc pour des remarques que je ferai après, des remarques un peu générales sur la science et les théories, telles que je les ai vues avec mon passé scientifique, et alors avec quelques dièses et peut-être surtout quelques bémols. Mais je vais d'abord parler d'exemples sur mes musiques. Et alors, sur le plan des schémas formels, par exemple, j'ai été très marqué par le fait que, précisément, les sciences et les techniques ont complètement changé notre vision du monde. Et les vocabulaires et les grammaires de la musique ont aussi pas mal changé dans le siècle qui vient de s'écouler. Et donc j'ai été très marqué par le sentiment que notre époque connaît une mutation profonde par rapport au passé, un passé qu'on ne peut restaurer, mais qui en même temps n'a jamais été aussi présent. Aussi, enfin, sur le plan des formes, j'ai généralement utilisé non pas des formes symétriques, mais plutôt des formes asymétriques, évolutives, en dérive ou en mutation, si vous voulez, reflétant le sentiment aigu d'une période de transition, d'une période de passage. Alors bon, ça dépend évidemment, dans de nombreux cas, la forme peut être tributaire de récits, d'aspects dramatiques. Par exemple, ma première pièce avec l'ordinateur a été une musique de scène pour la pièce Little Boy de Pierre Hallé, qui revisite le raid d'Hiroshima à travers les fantasmes du pilote Heatherley. Et alors, j'ai donc voulu illustrer la chute de la bombe, qui est en fait une chute fantasmatique, qui est en fait un collapsus psychique, qui est illustré par une descente indéfinie en spirale. Et cette descente indéfinie se poursuit, bon, en tout cas évidemment pas indéfiniment, mais elle se poursuit sur une certaine période. Et cet épisode, malgré tout, est asymétrique. Voici une image de ce son, de cet épisode. On en est à peu près là. Et si je prends un peu plus loin,
ici, par exemple, eh bien, vous allez voir, le son a déjà évolué. Donc là, il y a déjà un changement. Vous avez une espèce d'effet de chœur. Alors, en fait, j'ai souvent imaginé des scénarios métaphoriques. Ça, évidemment, là, il y a eu un prétexte dramatique, c'est la pièce de Pierre Allais. Mais, par exemple, dans la pièce Mutation, qui était une commande du GRM, et j'étais à ce moment-là au Bell Laboratories, et je voulais faire un peu en même une démonstration de ce que pouvait faire l'ordinateur du point de vue synthèse, et pas seulement donc un seul type de son. Et j'ai fait une pièce qui s'appelle Mutation, et qui, d'ailleurs, a bien cette... Voici une image, un spectrogramme, un acousmogramme de la pièce dans son ensemble, et on peut difficilement voir, mais il y a un passage d'échelle discontinue, ici par exemple, ça c'est une échelle harmonique qui descend, à des échelles continues. Et cette transition se fait à la fois par justement le passage par des harmoniques de plus en plus haut, qui, à intervalles de fréquence égaux, sont de plus en plus serrés du point de vue des intervalles, et aussi par des variations aléatoires de fréquence, ce qui conduit à ce son continu qui monte. Et à la fin, j'ai une récapitulation, c'est-à-dire à la fois le mélange de sons d'échelle continue ici et d'échelle discontinue ici. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de symétrie à proprement parler, il y a eu une évolution aussi qui est marquée. Alors, si je prends... j'ai remarqué d'ailleurs que Alessio Elia, hier, a indiqué que pour lui, la variété et la diversité des théories des supercordes lui avait un peu inspiré, si on peut dire. Il avait donné l'image de cela par l'usage de différentes intonations, de différentes échelles de hauteur. Il se trouve que je l'ai fait aussi dans une pièce que j'ai appelée Escalas, les échelles, pièce pour orchestre, et je dois dire que je n'avais pas pensé à supercordes, mais d'une manière générale à la pluralité de cette époque, par exemple, du point de vue de l'usage des échelles ou de la musique, mais dans toutes sortes de domaines. Alors, je l'ai dit au début, ma fréquentation des sciences m'a rendu un peu sceptique vis-à-vis des formalisations et des traitements purement scientifiques des problèmes musicaux. En revanche, j'ai été très attiré par la perspective d'étendre les choix compositionnels au niveau du matériau sonore, de calculer les sons afin de pouvoir composer le son lui-même. Cette possibilité résulte évidemment de la synthèse numérique des sons, une innovation de Max Matthews, qui a été d'ailleurs stimulée par la théorie de l'information de Claude Shannon et le principe de l'échantillonnage. Alors, si je reprends les termes d'André Soury, que cite Martha Grabosch dans le préambule de ce colloque, les caractères de forme sont beaucoup plus dans la texture que dans une organisation d'ensemble. Au niveau de la texture, on découvre que les composants de la forme ne sont jamais hiérarchisés d'une manière constante, mais que le réseau mouvant des liaisons provoque entre eux des hiérarchies mobiles où chacun peut dominer tour à tour. Alors, en fait, avec l'élargissement du matériau au son de synthèse, l'audition ne se contente pas d'identifier des éléments d'un répertoire limité, défini à l'avance, par exemple des notes, mais elle doit extraire certaines régularités structurées, certaines formes qui peuvent être porteuses de signification sans les connaître d'avance. Les formes sont évidemment à ce moment-là inséparables du contenu, de la texture. La forme est une résultante des tractations sonores et de leur perception. Par exemple, si je superpose deux sons de synthèse, est-ce que je vais entendre un accord ou une seule entité sonore? C'est un problème que justement se pose avec la possibilité de synthétiser, puisque en synthétisant des sons, on peut jouer sur les indices qui déterminent la forme d'organisation auditive. Par exemple, les indices qui favorisent la fusion auditive d'un ensemble de composantes, ou au contraire leur séparation, leur fission, si bien qu'on peut faire naviguer l'écoute entre la distinction d'objets ou la mouvance d'une texture liquide, de type fluide, quoi. Alors au début de ma pièce Mutation, justement,
il y a une espèce de manifeste qui est, voilà le début de la partition. J'ai un accord arpégé qui ensuite fait un soufflet, puis ensuite un écho qui est comme une espèce de un coup de gong qui sonne comme un gong, mais c'est un gong qui est composé comme l'accord précédent. Voici d'ailleurs une autre image qui donne plus de détails, où on voit que, voilà les sonagrammes ici, on voit que l'accord qui est d'abord énoncé arpégé, ensuite c'est un accord avec ses harmoniques, et puis ensuite le prétendu coup de gong qui justement est un écho de l'accord précédent, et pourtant on a du mal à l'analyser, mais on reconnaît qu'il s'agit bien de l'accord précédent, qui est prolongé. Donc ce prétendu coup de gong est en fait composé comme un timbre qui est composé comme un accord. Alors, je vais vous faire entendre maintenant deux versions d'un accord, d'un même accord, enfin pardon, non pas d'un accord, mais de ce que j'appelle l'analyse spectrale d'un accord, c'est-à-dire qu'on n'entendra pas l'accord lui-même, on entendra d'abord des harmoniques d'ordre élevé, et puis on va descendre comme si une fenêtre fréquentielle se déplaçait jusqu'aux fondamentaux de l'accord, et on va entendre donc les harmoniques successifs, et ce n'est qu'à la fin qu'on entendra la physionomie normale de l'accord. Et ensuite, alors voilà donc cette analyse spectrale qui commence par les aigus. Voilà. Et maintenant, si je joue une version différente par son profil temporel, beaucoup moins radical, beaucoup plus fluide. On est plus dans le domaine des textures que des événements sonores, là. Donc l'aspect dynamique intervient de manière essentielle dans le timbre, pas seulement le spectre, et dans les éléments que nous distinguons dans les textures, etc. Alors, à la fin d'une autre pièce que j'appelle Songe, il y a un exemple de réseau mouvant de liaison, ce qu'évoque André Souris. Alors, j'utilise la synthèse de Fourier non pas pour composer un timbre, mais pour obtenir un contour fluide complexe, donc pas pour réaliser une synthèse harmonique d'une onde, mais j'utilise ce contour complexe pour moduler la fréquence, ce qui donne lieu à des sons qui évoquent peut-être des chants d'oiseaux, si on veut, parce qu'au fond, les chants d'oiseaux ont cette formation, c'est-à-dire que ce sont des sons assez simples, mais très modulés en fréquence. C'est souvenir d'ailleurs d'un exposé de Michel Castellingo devant Messiaen, et Michel Castellingo montrait les sonagrammes, et Messiaen reconnaissait tout de suite tel ou tel oiseau, parce qu'au fond, c'est un sonagramme comme ça, c'est pour ainsi dire la partition. Alors voici le résultat de ces synthèses de Fourier. Ça, c'est au début, c'est un son de... Bon, alors là, c'est une espèce de détournement, si vous voulez, dans le domaine graphique d'une analyse qui est spectrale, en principe, mais ça permet de jouer avec le temps dans le son, jouer sur le temps dans le son.
Alors, bon, ça, ce sont des exemples qui ne sont pas directement issus d'une théorie scientifique, mais peut-être plutôt de pratiques et de pratiques techniques qui résultent eux-mêmes de théories scientifiques, si on veut. Mais j'ai maintenant donné quelques exemples qui correspondent vraiment à un programme. Une musique à programme, c'était une commande que j'ai eue en 1977 pour le 250e anniversaire de la mort de Newton. C'était une commande de Radio France avec la consigne suivante. Il fallait illustrer musicalement, d'une manière ou d'une autre, l'œuvre scientifique de Newton. Alors j'ai décidé de faire une pièce en 3 mouvements. J'ai appelé 3 moments parce que Newton utilisait le terme moment pour ce qu'on appelle différentiel maintenant. Alors il y a évidemment le binôme de Newton, A2 plus 2AB plus B2 égale A plus B au carré. Et donc le 1, 2, 1, ce sont les premiers termes du triangle pour les binômes de Newton. Et donc j'ai décidé de faire une pièce avec une durée 1, enfin proportionnel à 1, 2, 1, donc avec une espèce de mouvement central plus long. Et le premier mouvement, je l'ai appelé fluentes et fluxions, ce qui veut dire chez Newton fonction et dérivée. Newton est le fondateur, on peut dire avec Leibniz, du calcul différentiel et intégral, et donc il a la dérivée, c'est ce qui donne la pente de la fonction, de la tangente à la fonction dont la dérivée, c'est ce qui donne la pente de la courbe de la droite tangente à la courbe dont la fonction qui représente la fonction, excusez-moi. Enfin, donc j'ai décidé d'avoir des sons tangents. Et alors, voilà, par exemple, dans ce premier mouvement, le début. Ensuite, il y a 2 sons de trombone qui sont tangents et qui d'ailleurs, lors de leur proximité, donnent lieu à des interférences, donc ce qui crée des battements comme un petit peu similaires aux anneaux de Newton, parce que Newton a aussi donc fait ses premières. Alors voilà donc ce début. Battement de plus en plus rapide. Et puis un peu plus loin, on entend aussi, toujours dans ce même mouvement, bon là, enfin, c'est aussi une allusion, mais enfin je passe. Donc le premier mouvement, c'est des fluentes et fluxions autour de notions de dérivée de tangente. Le deuxième, c'était autour de ce phénomène, c'est-à-dire que Newton a expliqué les couleurs de l'arc-en-ciel et montré que la lumière blanche était composée de lumière colorée, dont la somme redonnait la lumière blanche. Alors là, je crois que la relation avec la synthèse harmonique est assez évidente. Et donc, j'ai essayé de donner des analogues avec, par exemple, les décompositions en harmonique, comme ceci, et même ici, d'ailleurs, vous voyez aussi la notion de tangente. Cette décomposition en harmonique ici, si je reprends là, par exemple, elle est faite d'abord par l'ordinateur et elle est reprise par le piano un peu plus loin. Si je prends ici, pardon. Donc là, c'est la décomposition d'une seule note.
Et si vous avez la décomposition d'un accord, mais avec des cadences différentes pour les différentes composantes de l'accord, un peu plus loin, voilà l'accord. Et alors, alors donc ça se poursuit. Et le dernier mouvement, je l'appelle, je ne sais plus comment, trajectoire. Trajectoire parce que justement, un autre aspect essentiel de la contribution scientifique de Newton, c'est évidemment la gravitation et son identification, si on peut dire, de la pesanteur comme un cas particulier de gravitation. Et donc là, c'est un peu un artifice. Chez moi, j'ai utilisé une analogie. Voilà, j'ai des sons qui donnent l'impression de tourner au début. Ça donne l'impression de tourner, mais au fur et à mesure qu'ils vont ralentir, ils vont donner l'impression d'une descente. Alors, les instruments reprennent cette descente avec le trombone ici. On est de nouveau au ralentissement là. Alors ici, on va avoir les instruments qui reprennent et qui vont faire une super descente. Enfin, l'ordinateur va faire une super descente, c'est-à-dire il va descendre de plusieurs octaves en une octave, si je puis dire. Ici. Donc il parcourt en une octave l'ensemble du spectre. Et donc ici c'est un son qui est inversé, une spirale inversée, c'est-à-dire qu'il descend la gamme, mais en même temps il devient manifestement plus aigu, séparation du spectre et du... Alors on est ici. Alors ce son-là, localement, il accélère, mais en même temps, tout en accélérant localement, il va devenir de plus en plus lent. De même qu'il monte, tout en devenant de plus en plus grave. Il monte la gamme, mais son spectre devient plus grave. Et celui-ci, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il descend la gamme et devient plus aigu, il ralentit localement, mais il accélère. Et il tourne, enfin il donne l'impression de tourner grâce aux méthodes de Chowning, de mouvement illusoire. Alors ici, c'est un passage assez libre que j'appelle une évocation d'oiseau, je veux dire, affolé par le vol d'une mouche non euclidienne. Alors évidemment, là, c'est une allusion à l'interprétation d'Einstein de la gravitation newtonienne qui courbe l'espace euclidien, ce qui pose ce qui réalise certains accompagnements, bon, etc. Alors je vais passer maintenant au thème du chaos.
Ah non, auparavant, j'aurais voulu quand même passer un bref exemple qui illustre au fond ce dont a parlé Gérard Berry hier, qui est les problèmes de temps et d'ordonnancement temporel. Et il s'agit en l'occurrence d'un passage de ce que j'ai appelé duo pour un pianiste. C'est une interaction entre le pianiste qui joue sur un piano acoustique, mais c'est un piano mécanisé et un ordinateur est à l'écoute de ce que fait le pianiste et va donc produire un accompagnement, mais un accompagnement qui dépend de ce que joue le pianiste et de la façon dont il joue. Alors voici ce passage. Attendez, pardon. Voici une autre forme d'accompagnement. Lorsque le pianiste va jouer, l'accompagnateur virtuel va ajouter un arpège en quinte qui occupe l'espace du clavier comme un kaléidoscope. Mais ici, plus le pianiste joue fort, plus l'arpège est rapide. Alors cette relation est nouvelle, est très sensible et très ludique. Alors, en ce qui concerne le chaos, évidemment, ce n'est guère qu'à partir de 1960 qu'on a pris conscience dans le domaine des sciences de l'ubiquité des systèmes dynamiques chaotiques, ceux dont l'évolution est extrêmement sensible aux conditions initiales, ce qui limite évidemment la prévisibilité. Alors, certains spécialistes sont hostiles à la vulgarisation de ces notions de chaos, pourtant elles nous concernent tous, je trouve qu'elles ont des applications très générales et en tout cas elles m'ont beaucoup intéressé. Alors, la mécanique des fluides donne un exemple parlant de phénomène chaotique avec le passage au régime turbulent lorsqu'on augmente le débit d'un robinet. Deux gouttes voisines ont des trajectoires, des destinées très différentes. Alors, le chaos a son ordre. Il y a, par exemple, dans la turbulence, je vais passer le début d'une pièce passage où, justement, j'ai reproduit, j'ai, pour ainsi dire, sonifié, c'est-à-dire transcrit en données sonores des données non sonore au départ, j'ai sonifié un mécanisme qui se passe dans la turbulence. C'est d'ailleurs le mécanicien des fluides, pas Olivier Rodalone, c'est son fils qui souhaitait que je fasse une démonstration. En fait, je l'ai utilisé dans le début de cette pièce. C'est une pièce pour flûte et bande, et donc au début, de l'énergie est injectée à une certaine fréquence et ensuite elle ressort à une fréquence qui est 2,6 fois plus élevée, donc il y a une espèce de glissando. Et là-dessus, le flûtiste essaye de s'incorporer. Ici, c'est Roberto Fabriciani qui joue la flûte. Pardon. Devient bruité, le son de la flûte. Et donc, vous voyez, l'injection se fait à basse fréquence et elle fait une déviation. Etc. Alors, il y a d'autres passages, d'autres confrontation de la flûte avec d'autres types de sons dans cette pièce. C'est un passage et à la fin, il y a un trouble d'identité, mais parce que la flûte reste elle-même en essayant de s'adapter au mode de jeu, et à la fin, la flûte chante l'instrumentiste chante dans sa flûte, et le son synthétique devient d'une voix donc qui paraît
tout d'un coup, il y a un trouble d'identité, on ne sait plus si on a flûte, voix ou ordinateur. Il y a aussi les phénomènes multiphoniques, comme par exemple dans Voilement, c'est une autre pièce aussi mixte. Ce sont des multiphoniques qui sont des exemples aussi de phénomènes chaotiques. Également dans la pièce Attracteur étrange, dont va parler, je crois, Nicolas Darbon, et il y a aussi des multiphoniques de la clarinette. C'était au départ une pièce faite pour Michel Portal et que Serge Comte a enregistrée, mais je crois que je vais peut-être sauter ce passage. Et à la fin de Little Boy, j'ai essayé d'évoquer une espèce de pandémonium, tout d'un coup une grande contre-apothéose. Donc c'est un passage où apparaissent, enfin il y a des structures fractales, c'est-à-dire qui ont la même allure à différentes échelles. Ah, c'est une pièce de 68, donc en fait je crois que Benoît Mendelbrot n'avait pas encore forgé le terme fractal, mais enfin, évidemment, l'idée était assez ancienne. Alors au début, il y a des sons qui changent de hauteur tout en restant la même note, continuellement, sans saut d'octave. Et alors il y a des... Ça évoque des sirènes, enfin ça c'est le thème de la pièce, le raid sur Hiroshima. C'est une montée inversée. Alors voilà le passage d'accumulation de... Et puis là, c'est ce que j'appelle encore une analyse harmonique, une analyse spectrale qui descend vers les graves. Et où cet accord, d'ailleurs, c'est une espèce de leitmotiv, c'est-à-dire, leitmotiv n'est pas une mélodie, mais une harmonie qui se retrouve dans les timbres. Alors, dernier exemple que je vais donner pour ma musique, c'est l'exemple d'une pièce pour orchestre qui, en fait, s'appelle Phase. Et les phases, disons que... Bon, j'ai à peine parlé des attracteurs. Les attracteurs sont des représentations géométriques hors temps d'un système dynamique. Et les attracteurs étranges ont souvent une structure fractale. Et ce sont justement des attracteurs qui mènent à un comportement dynamique chaotique, imprévisible, alors largement imprévisible en tout cas, et même s'il y a l'ordre du chaos.
Et justement, dans cette pièce pour orchestre, j'ai voulu avoir, oui, on appelle l'espace des phases, l'espace multidimensionnel où se trouvent les attracteurs étranges. Et j'ai voulu, dans cette pièce phase, donc, illustrer certaines figures de l'ordre du chaos d'une manière métaphorique, mais parfois même assez précise, enfin, dans certains cas. Et ici, il y a par exemple il y a des doublements de période, des quasi-cycles, l'élargissement spectral. Alors, il y a donc un passage vers le chaos assez long qui dure, je ne sais pas, 1 minute ou 2. Et puis à la fin, il y a juste un accord qui passe justement de l'élargissement spectral d'un son périodique, donc prévisible, à justement un spectre très élargi qui est justement le bruit blanc totalement imprévisible. Alors ici, c'était l'orchestre de Tokyo avec Kazuyoshi Akiyama. Donc, en ce qui concerne les idées les plus fécondes, ne sont pas vraiment venues directement de théories scientifiques, mais plutôt de l'exploration du son musical par la synthèse et l'exploration de la perception du son musical que facilite précisément la synthèse numérique des sons. Et c'est une exploration scientifique, mais qui n'est pas vraiment transplantée d'un domaine extérieur à la musique, et plusieurs musiciens ont fortement contribué, comme John Charning, David Wessel, etc. Alors, les modèles d'origine scientifique, pour moi, ont été stimulants, mais non décisifs. Ils m'ont pas suggéré ce qui pourrait être un système formel, structurel, cohérent. Et bon, je vais maintenant parler un peu des théories scientifiques en général et de quelques arguments qui me font douter qu'on puisse légitimer un système dérivant principalement de théories scientifiques. Alors, Martha Grabosch a mentionné quelques notions influentes récentes, morphogénèse, chaos, fractal. C'est des termes qui sont devenus des buzzwords. On ne peut plus les ignorer. Il y a des raisons. C'est un phénomène médiatique, si vous voulez, mais il faut bien dire que les grandes théories scientifiques affectent complètement notre vision du monde, notre Weltanschauung. Il y a plusieurs compositeurs qui ont manifesté des préoccupations cosmiques, depuis Varèse, Jolivet, Joji Iwasa, Stockhausen, Gérard Griset. Et la physique ouvre évidemment sur les deux infinis de Pascal, l'astrophysique dont a parlé Jean-Pierre Luminet et la microphysique des accélérateurs, les particules, toutes deux dans l'actualité récente avec deux réussites européennes, la sonde Rosetta et puis aussi la découverte du boson de Higgs qui va peut-être remettre en route la physique théorique dont certains pensent qu'elle est un peu au point mort. Alors,
il faut rappeler que c'est l'effet Doppler, la diminution apparente de fréquence pour une source de vibration qui se rapproche ou qui s'éloigne. C'est l'effet Doppler qui a induit l'idée que notre univers est en expansion par l'analyse spectrale des étoiles. Expansion de plus en plus rapide, etc., ce qui donne lieu à ces théories hypothétiques de la matière noire et de l'énergie noire, des hypothèses peut-être, on peut dire, c'est peut-être des hypothèses ad hoc pour préserver les théories gravitationnelles. Alors il y a des importants projets comme Euclide pour essayer d'avoir des lumières sur ces questions. Alors je veux rappeler ici que l'effet Doppler a été pour la première fois expérimenté par Christian Doppler en 1840 au Conservatoire de Vienne, tout au moins grâce aux musiciens du Conservatoire de Vienne qui étaient sur un wagon et qui jouaient sur des instruments, et les auditeurs faisaient des dictées musicales pour vérifier que, suivant la vitesse du train, il y avait bien ce que prévoyait Doppler. Et alors, je vais quand même passer encore un exemple, c'est celui de John Chowning, qui a utilisé précisément l'effet Doppler pour créer des illusions de mouvement sonore. Sa pièce Turena, c'est une pièce importante pour la cinétique sonore. Et donc, ici, on va entendre la manière dont il fait voler un moteur, en utilisant l'effet Doppler, justement, pour donner la sensation, enfin, simulant l'effet Doppler, c'est-à-dire en créant une variation de fréquence similaire à celle qu'aurait créé l'effet Doppler, pour donner l'illusion d'une source qui est en mouvement rapide. Et il s'agit bien d'illusion, puisque les haut-parleurs sont fixes. Mais, alors, l'espace virtuel de Chowning fait penser à l'application de la physique de la géométrie non commutative d'Alain Kohn. En effet, dans la géométrie d'Alain Kohn et son interprétation quantique, l'espace n'est pas un a priori. L'espace n'est pas une scène vide où les choses se passeraient, mais c'est une résultante des interactions. Et Alain Kohn considère que c'est vraiment une analogie assez profonde, parce que l'espace virtuel de Chowning est une résultante des interactions entre une onde fabriquée avec des propriétés spéciales et l'organisation auditive qui interprète cette onde comme précisément la recréation d'un espace autour extérieur. Mais il s'agit d'une analogie, mais il ne s'agit pas véritablement d'une influence mutuelle. Alors, ces notions de morphogénèse, chaos et fractal sont vraiment incontournables aujourd'hui, mais comme c'est souvent le cas, elles étaient dans l'air depuis longtemps. Et il est certain que, par exemple, Poincaré avait établi déjà les fondements de comportement chaotique, mais ça n'a pas été perçu vraiment à l'époque. C'est l'époque d'ailleurs où Nietzsche avait aussi proposé l'éternel retour, et ce n'est pas un hasard. Je veux dire que Nietzsche était vraiment un philosophe du devenir, de l'évolution, de l'impermanence. Et l'impermanence, on en a le sentiment peut-être depuis la Révolution française, mais certainement beaucoup depuis la prise de conscience des fréquences des systèmes chaotiques. Système chaotique, alors on cite souvent l'exemple du papillon, on dit un papillon battant des ailes pourrait provoquer une tempête ici ou là, mais en fait c'est plus fort que ça. Un papillon, quand il bat des ailes, il change le temps, quoi qu'il arrive, quoi. Alors, les notions de fractal étaient aussi présentes chez Julia et Fatou, mais c'est avec évidemment l'ordinateur et sa puissance pour réaliser des opérations récurrences, qui a suggéré les algorithmes génétiques et par exemple la génération d'images fractales, dont d'ailleurs Jacques Mandelbrot, cousin de Benoît, dit c'est pas les images fractales peuvent être de très belles images, mais ce n'est pas de l'art, ce sont des objets trouvés comme une belle feuille ou un beau rocher. Alors, la prévalence du chaos et le récit scientifique du Big Bang posent la question de la différenciation. Alors, Anaxagore avait parlé du chaos originaire comme une soupe primitive, un mélange homogène dont une opération de l'esprit devait séparer les éléments et faire émerger le simple du complexe. Alors, il y a des idées semblables dans d'autres mythologies, mais de telles opérations de séparation ont dû sans doute
advenir après le Big Bang, on a parlé Jean-Pierre Luminet, mais ces opérations de séparation sont aussi à l'œuvre dans quelque chose qui est beaucoup plus quotidien, qui est la nutrition, la digestion. Alors, sur la morphogénèse, Darcy Thompson a effectué un travail très important sur les espèces vivantes en faisant intervenir des notions mathématiques, suite de Fibonacci, et des contraintes physiques et mécaniques. Alors, ici, je voudrais faire d'être un peu iconoclaste, mais je dois dire que de telles contraintes n'apparaissent guère chez le mathématicien René Thom. Je crois que l'intérêt pour un catalogue raisonné des singularités des surfaces algébriques aurait échappé au grand public si Thom ne leur avait pas donné le nom beaucoup plus médiatique de catastrophe. Sans pas que cette théorie mathématique importante puisse s'appliquer telle qu'elle à de nombreux cas, nombreuses situations. Il faudrait pour cela la transmuer au sens mathématique, c'est-à-dire la modifier en tenant compte de la nature spécifique de ces situations. Par exemple, la nature des interactions physiques ou les idiosyncrasies, les particularités de la perception, qui peut gauchir les structures physiques objectives et bien entendu la description mathématique. Alors, il me semble pas que la théorie des catastrophes ait eu des apports décisifs sur la morphogénèse. En revanche, on oublie souvent que Turing avait déjà décrit, avant la Seconde Guerre mondiale, pour laquelle il a tellement contribué à la victoire des Alliés, il avait, semble-t-il, proposé une explication mathématico-chimique pour l'apparition des ruptures de symétrie. Et Prigogine a proposé des systèmes dissipatifs, des systèmes hors d'équilibre, dans lesquels, par l'échange d'énergie avec l'environnement, ce n'est pas des systèmes autonomes, peuvent apparaître des ruptures de symétrie, des émergences et des structurations qui étaient improbables a priori. Alors la compréhension récente de la morphogénèse doit beaucoup, me semble-t-il, à des physiciens comme Pierre-Gilles de Gennes ou Étienne Guyon sur la percolation, les tas de sable, les structures molles comme les cols. Et je crois qu'on va entendre parler des grammaires formelles, des L-systèmes qui décrivent d'une manière efficace la croissance des plantes de Lindenmeyer. Et donc, Lindenmeyer, c'est un système formel, mais il était biologiste au départ, donc il a tenu compte de telles contraintes spécifiques. On peut se demander, d'ailleurs, il paraît probable, je ne crois pas qu'il en ait parlé, mais que ces principes d'arborescence mis en œuvre par Xenakis dans Evryali ou Sinafai ont probablement donc déjà... Enfin, il avait conscience de ces L-systèmes. En tout cas, je crois que c'est José Luis Besada qui va en parler tout à l'heure. Alors, dans ce qui précède, on voit apparaître, en ce qui concerne la théorie de l'information en particulier, il y a à un pôle éternité, permanence, ordre, stabilité, prévisibilité, déterminisme. De l'autre côté, devenir, impermanence, désordre, instabilité, imprévisibilité, indéterminisme. Et la créativité, semble-t-il, se situe à la frontière de l'ordre, l'immobilité, et le chaos, le désordre incontrôlable. Alors cette dialectique apparaît dans les titres de l'ouvrage d'Atlan et de l'œuvre de Sariao, Le cristal et la fumée, et aussi dans une œuvre de Ligeti qui s'appelle Clocks and Clouds, qui d'ailleurs est l'image en miroir d'un ouvrage de Karl Popper qui s'appelle Clouds and Clocks. Alors la théorie de l'information dont nous a parlé Olivier Classe hier fait apparaître les deux pôles ordre-désordre. Elle prolonge la thermodynamique de Carnot. Comme l'a montré Brillouin, l'information est une négantropie et la théorie de l'information apporte une mesure quantitative, permet des prévisions sur la capacité de transmission d'informations des canaux techniques. Et comme l'a fait remarquer Olivier Classe, ma foi, Abraham Moll en particulier a appliqué la théorie de l'information à la communication humaine de façon utile sans doute, mais assez hâtive. Ainsi, la définition de la quantité d'informations qu'on trouve chez Moll et qui est reprise textuellement par Umberto Eco dans son ouvrage L'œuvre ouverte, eh bien cette définition est fausse. Il y a un logarithme de trop, c'est le logarithme binaire du nombre de dilemmes. Un dilemme, c'est déjà un logarithme binaire. Et pourtant, la suite de la discussion n'en est pas altérée.
ce qui prouve bien que cette discussion est assez qualitative et métaphorique, puisque la définition de la mesure est fausse, donc ce n'est pas très quantitatif. Mais enfin, ceci dit, ces notions d'information ont beaucoup marqué Hiller, Barbeau, Philippot, Xenakis, Koenig, André Rieu. D'ailleurs, on peut dire que déjà l'utilisation de la redondance pour diminuer le débit d'information était déjà présent chez Debussy, sa répétition, ou chez Webern, qui utilisait des séries avec des symétries, donc qui étaient beaucoup simplifiées. Bon, alors, je vais, avant de conclure, les théories mathématiques sont-elles un produit de l'esprit humain, comme le pense Jean-Pierre Changeau, tributaire des structures neuronales, ou bien est-ce que les mathématiques existent en dehors de l'esprit humain qui les découvre et les dévoile, comme c'est l'opinion d'Alain Cohn? Alors, bon, je ne vais pas en parler, mais il est certain qu'en tout cas, la statistique a aussi joué un grand rôle dans l'œuvre de nombreux compositeurs. Alors, je vais quand même faire aussi un bémol sur les théories. Donc, les théories jouent un rôle essentiel dans la découverte et l'information scientifique. Bon, Bachelard disait un fait n'est significatif que s'il confirme ou conteste un ensemble cohérent d'explications, une théorie. Les théories stimulent les hypothèses et suggèrent des expériences qui peuvent les confirmer ou les falsifier au sens de Popper. Mais une confirmation, d'abord, n'est pas une assurance de validité. Puis une théorie scientifique n'est souvent qu'une étape provisoire. La relativité restreinte dépasse la mécanique newtonienne, sans l'abolir, mais les nouvelles théories doivent englober les anciennes comme cas particulier ou comme cas limite. Victor Hugo écrivait « La science va se raturer sans cesse ». Il disait aussi « La science a inventé le mouvement perpétuel qu'elle interdit. Le mouvement perpétuel, c'est la science, c'est elle-même ». Il disait aussi « L'art est une fois pour toutes ». Donc évidemment, les théories ont une échelle de validité, et alors il faut bien dire que, par exemple, la connaissance détaillée du fonctionnement des neurones ne permet pas vraiment de prévoir les phénomènes psychologiques, pas plus que la connaissance de la physique atomique n'entraîne celle de la thermodynamique ou de la météorologie. Grothendieck n'a pu obtenir une chaire d'écologie au Collège de France, et il me semble que c'est bien normal. Comme disait aussi Victor Hugo, la science, c'est tout sur rien. Plus sa connaissance est profonde et plus son champ est étroit. Et puis, Gödel donc a prévu qu'un formalisme n'est pas capable d'embrasser à lui seul un théorème assez riche. Le théorème de Gödel semble disqualifier des théories totalisantes, évidemment. Et alors... ou alors, ce sont des théories qui sont tellement larges, ce que certains pensent sur la théorie des cordes, pour lesquelles Étienne Klein a trouvé cet anagramme, je ne sais pas si vous connaissez, la théorie des supercordes, anagramme de la poussière d'orchestre. Alors, si les théories stimulent, elles peuvent conduire à des aberrations, comme le dit l'éminent biologiste Didier Raoult, elles peuvent biaiser la recherche en inhibant les observations, les hypothèses et les expérimentations contradictoires. En particulier, lorsqu'il y a de nouveaux appareils, de nouveaux outils de connaissance, eh bien, elles peuvent freiner. Et donc, Raoult met en garde contre la science hypothético-déductive, et il dit qu'en fait, il faut une recherche exploratoire qui s'appuie sur la curiosité scientifique et l'exploration de nouveaux outils. Alors, pour quelles raisons un compositeur peut-il chercher une inspiration, un modèle ou un formalisme du côté des théories scientifiques? Alors, il y a plein de raisons, évidemment. Ça peut être une orientation esthétique, un désir de contrainte ou de rigueur, une recherche aussi d'innovation, ou bien un souci d'être de son temps. Alors, de toute façon,
la théorie scientifique, enfin, de toute façon, ce qu'on pourrait appeler les prétextes extérieurs, sont aussi un remède à la difficulté du choix devant la page blanche. Et bon, les mathématiciens, voulant parler d'ensemble infini, sont obligés d'ériger en axiome l'axiome du choix, la possibilité de choisir un ensemble, ce qui prouve bien que quand on n'est pas à l'infini, mais on est proche de l'infini dans le sens où l'inverse du nombre de possibilités qu'a un ordinateur sont proches de zéro. Et donc à ce moment-là, il y a bien un problème de choix. Mais Messiaen a quand même indiqué cette vertu des formalistes. Les formalistes sont révolutionnaires, disait-il, puisqu'ils forcent le compositeur à envisager des propositions qu'il n'aurait pu imaginer lui-même. Ils peuvent stimuler l'innovation. Alors, donc, personnellement, moi je ne pense pas qu'on puisse arriver à une grande théorie de la musique puissante, englobante, conquérante, capable de fédérer des démarches compositionnelles tout à fait éparpillées. Et il est évident d'ailleurs que la manière dont on utilise un modèle extérieur dépend de manière cruciale des détails de ce qu'on appelle le mapping, à quel paramètre on assigne telle ou telle variable, et puis évidemment de la manière dont c'est perçu. Donc seul peut le garantir au fond le compositeur, son goût et son imagination. On ne peut pas tourner le dos, évidemment, aux sciences, à une époque où les sciences et les techniques sont si omniprésentes. Et d'ailleurs, les musiciens peuvent apporter à la science. Par exemple, John Chowning a apporté l'éclairage qu'on n'avait pas, que la science n'avait pas, sur comment est-ce qu'on fait pour distinguer deux notes à l'unisson. Et il l'a fait par synthèse et a donné une possibilité musicale nouvelle, mais aussi une connaissance scientifique. Alors simplement, je terminerai en disant qu'il serait utile, c'est un gros travail, mais que les compositeurs puissent documenter, en tout cas certaines de leurs démarches compositionnelles, en termes clairs et durables. Il y a d'ailleurs des domaines, par exemple du traitement du signal, où on essaye de plus en plus de décrire les algorithmes ou les processus de manière proche du langage naturel. Alors cela donc faciliterait la durabilité des œuvres dans un domaine où vraiment les technologies changent si vite et périment si vite les appareils, mais ça aiderait aussi les musicologues à mieux cerner la signification et la pertinence de ces recours aux sciences et aux techniques. Voilà, je vous remercie.